Vous êtes sur CRTV News, il est 18h et nous sommes le dimanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est Omniscore qui démarre. Mais à 18h, prenons d'abord le pouls de l'information. Daoud Moulium est des nôtres. Bonsoir Daoud. Bonsoir Déby Kembe. Ça va bien ce dimanche? Super bien, merci. Vous savez, en sport, nous, on va vite. Hein? Plutôt vite, et c'est bien. Alors, on va commencer par... ces sanctions en vue pour les cadres du SDF. Tout à fait, vous le dites bien, le Social Democratic Front annonce des sanctions pour les hauts responsables de ce parti politique qui a tenu récemment son comité national exécutif présidé par le chairman Ni John Frundi. Et il faut préciser que des comportements contraires aux idéaux du parti politique avaient été observés dans les régions du littoral mais également du centre. Et c'est justement là le point d'achoppement de ces travaux, en attendant donc des sanctions qui sont très probables pour des hauts cadres de ce parti politique. Voici des précisions d'Augustin Guizana à ce propos. Siège du Social Democratic Front. Sous le calme apparent de la salle abritant le comité national exécutif, se lave le linge sale du SDF. En prime, des dossiers disciplinaires et l'évaluation du niveau d'implémentation des recommandations du dernier NEC. Nous n'avons pas les intouchables dans le SDF. Mais je vous dis que tout le monde est protégé dans le parti si vous êtes dans le cadre du texte du parti. Mais si vous vous mettez hors du texte du parti, on ne peut pas vous pardonner. Très attendu, le verdict des comportements anti-parti affiché par certains cadres du parti dans le littoral. Le seul cas de demande d'application de 8.2, à ma connaissance, vient du littoral. Et je vous ai dit qu'à le moment de cette interview, on n'a pas encore arrivé sur le cas du littoral. Au moment où nous quittions les lieux, au bout de plus de 6 heures d'échange, rien n'avait encore filtré. Seules les résolutions fixeront les uns et les autres sur le sort réservé aux cas d'indiscipline, mais aussi la position du Social Democratic Front sur les vaccins anti-Covid-19 au Cameroun. Et on va poursuivre Daoud Douala à son forum économique. Tout à fait, ça a été annoncé. Et puis, cette phrase forte, nous voulons vendre le développement économique du littoral aux populations du littoral, mais également aux populations du monde. La déclaration était donc du président du conseil régional du littoral qui était l'hôte ce week-end ou alors en fin de semaine dernière du coordonnateur de ce forum économique de Douala, Olivier Kingemoli, qui accompagnait le président du comité scientifique, le professeur Désiré Avom, et donc Polycarpe Ballon et ses hôtes se sont entretenus sur les enjeux et les contours de cette toute première édition d'un forum qui vient vendre les potentialités économiques de la capitale économique du Cameroun. Suivez dans ce reportage de Marcel Ekassibile. 1 heure d'échange entre le coordonnateur général du Forum économique de Douala, Olivier Kingemoli, et le président du conseil régional du littoral, Polycarpe Banglok. L'entretien est motivé par la nécessité d'implémenter une nouvelle dynamique de développement de la capitale économique à travers ses aspects industriels, mais surtout scientifiques. Nous sommes très ouverts, c'est une très belle initiative que nous encourageons et que nous soutenons. Nous voulons vendre le développement économique du littoral aux populations du littoral et aux populations du monde. Pour la population du littoral, nous demandons leur adhésion. Le président du comité scientifique de ce forum économique, qui prenait également part aux échanges, n'a pas manqué de rappeler les enjeux majeurs du volet scientifique cher à ce forum inédit et pionnier. On est là pour apporter la réflexion sur la thématique qui a été choisie, essayer de voir comment on peut construire une ville de Douala bien structurée, parce que c'est une ville stratégique. Le forum qui va se tenir du 23 au 25 mai prochain à la salle des fêtes d'Aqua sera meublé par des ateliers sur le transport urbain de masse, les questions de grande distribution, l'occupation des sols, mais aussi par des conférences sur l'attractivité économique de la ville. Le
deuxième forum, la deuxième édition du festival de Mouanko annonce déjà ses couleurs et est prévu donc du 25 au 28 novembre au prochain. Son comité d'organisation et par ailleurs comité de développement local de cette localité et s'est réuni ici même à Yaoundé vendredi dernier. C'était donc pour pouvoir définir les enjeux de l'idée qui encadre cet événement, à savoir la promotion culturelle mais également touristique et même du potentiel socio-économique de cette localité. Plus de précisions dans ce reportage de Barbara Padjama. Pour la deuxième fois, l'élite de Mouanko se jette à l'eau pour surfer sur les différentes richesses naturelles qui ressortent ces courbes géographiques et historiques. Il y a beaucoup à voir chez les Malimba, les Yakalak et les Pongo-Songo. La plage de Mouanko, c'est environ 100 km. Aucune plage au monde n'a ces caractéristiques. Mouanko, c'est la première église catholique. C'est la deuxième église protestante, EEC. Quand vous entendez des sonorités culturelles comme le Mandjunga, comme le Mbaya, le Sekele. La particularité de ces huîtres-là, elles ont une forte teneur en éléments nutritionnels. Et ça, la recherche l'a démontré, comme les huîtres qu'on retrouve dans d'autres pays occidentaux. La plage de Yoyo et ses Bissonda est l'une des adresses qui accueillent les festivaliers. Cette année, la rencontre est prévue du 25 au 28 novembre, jonchée de nouveautés. Le comité de coordination du développement de Mouanko mise sur la promotion de la culture et la tradition pour amener tous les fils et les adoptifs de Mouanko à réfléchir sur comment tirer profit du sol et des 10 merveilles de ce coin de paradis. Le lancement des activités du festival les interpelle tous. Le musée de la chaufferie de Bangoua a récemment abrité le 3e colloque sur la politique culturelle extérieure du Cameroun. Cette rencontre internationale aura donc permis aux participants d'échanger sur la coopération culturelle et la restitution des œuvres issues d'un contexte colonial. Plus de détails dans ce reportage de Jean de Dieu-Coigneux, CRTV Ouest. C'est sous le thème « Dialogue international sur la provenance et la restitution des biens culturels issus des contextes coloniaux » que se sont déroulées les activités du 3e colloque Cameroun House sur la politique culturelle extérieure du Cameroun à la chefferie Bangoua. En présentiel et vidéoconférence, les participants, notamment les professionnels du secteur, des chercheurs, des chefs traditionnels, des responsables des musées, entre autres, se sont penchés sur la nécessité des biens culturels camerounais qui se trouvent dans les musées occidentaux. Nous sommes dans un contexte de valorisation du patrimoine culturel. Et on a relevé pour le décrier ce dépouillement du patrimoine matériel et immatériel de l'Afrique pendant la période de la colonisation. Le groupement Bangoua plaide pour le retour de l'original de la statue de la reine-mère Bangoua. Cet objet, qui était un objet spirituel du groupement, que cet objet rentre et occupe la place qu'il a toujours occupée au sein de ce royaume. La restitution des biens issus des contextes coloniaux se fera à travers des différents partenaires, à l'instar de Cameroun House, pour permettre à l'Afrique de célébrer et valoriser sa culture. La fille de Chibok et le royaume maudit, c'est le titre d'un ouvrage, d'un roman plus précisément, que vient de publier le colonel, le médecin Joseph Pierre Abba. Cet ouvrage a été récemment publié ou alors présenté au grand public, mais également aux hommes de médias. Une œuvre fleuve qui évoque l'Afrique profonde autant que le quotidien des populations qui la meublent. Plus de précisions avec Gaël Moudjodedi, CRTV Littoral. C'est un moment d'enseignement rafraîchissant qu'ont vécu les invités à la présentation de ce roman de 400 pages, issu de l'imagination de Joseph Pierre Abba, l'auteur qui, pour sa part, ne recherchait en l'écrivant pas autre chose que l'évasion. L'armée et la médecine, c'est deux corps de métier qui vous donnent des... Voilà, vous avez des devoirs prescriptifs. Donc, je crois que c'est... Voilà, je voulais m'évader de ces deux métiers. Je voulais m'évader du monde actuel qui est très anxiogène. Il faut parfois sortir de ce monde qui fait peur.
Non, je voulais sortir et m'évader. La fille de Chibok et le royaume maudit a piqué au vif autant par les courts extraits du film d'adaptation déjà en tournage que par la note de lecture authentique du docteur Bingono Bingono. Nous encourageons de nos 4 mains l'initiative de tous les écrivains africains qui prennent sur eux de redire l'histoire africaine en tant qu'ils sont africains. Si la question de sorcellerie et les pratiques comme la bilocalisation, le cannibalisme mystique ont été amplement discutés, de nombreux autres sujets sociaux sortent de la plume de ce colonel médecin à la ville. Notamment la maternité spirituelle, le trafic des enfants, sont à découvrir dans cet ouvrage que les premiers lecteurs s'accordent à dire captivant. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Vous retrouverez tout à l'heure Clarence Ngué à 19h pour une autre édition en langue anglaise. Quant à moi, je serai avec vous de retour encore le week-end. Dimanche prochain? Vendredi. Dès vendredi. Mais avec Omniscore, ça sera dimanche. Certainement, dimanche prochain, une autre édition. On prendra plaisir à vous accueillir, Daoud Mouliom. Mais entre-temps, bonne soirée. Bon fin de dimanche à vous également à la Très bon début de semaine à vous. Merci. Omniscore, c'est parti. Salut à tous et merci d'honorer le rendez-vous de sport sur CRTV News. Bienvenue donc à Omniscore pour les 90 minutes de cette édition. Voici les titres. La balle Basketball Africa League s'ouvre dimanche prochain à Kigali, au Rwanda. FAP, messieurs, représente le Cameroun à cette première édition. 12 nations font partie de la compétition. Les chances de l'équipe des forces armées et police seront décryptées tout à l'heure par nos invités. Elle court très vite, la montre de la CAN. Le coup d'envoi, c'est dans moins de 8 mois. C'est la course contre la montre pour le président du COCAN. Le MINSEP qui multiplie les descentes sur le terrain. Entre-temps, une mission de la CAF est au Cameroun pour s'assurer de la mise en forme de la cérémonie du tirage au sort. Et puis, quel stage pour les 36 lions appelés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les qualifications viennent d'être décalées de 3 mois. Une décision conjointe CAF-FIFA qui brandit la crise sanitaire comme l'une des raisons de ce report. Voilà pour les titres de Omniscore pour ce dimanche. Mais avant de revenir donc sur ces principaux titres, nous allons d'abord découvrir nos invités. On va dire bonsoir au tout premier qui est déjà installé à nos côtés. Un habitué d'ailleurs d'Omniscore. Faut-il vous présenter encore? Pourquoi pas? Je vous laisse la latitude. Bonsoir, Bernard Oui. Basson, Oui. université économiste de sport. Voilà, bienvenue à Omniscore de ce dimanche. Un peu frileux? Oui, pas très. Ça ira, ça devrait y aller en tout cas. Bienvenue, ravi de vous avoir parmi nous. Avec nous également dans un court instant, il va prendre place sur ce plateau. Il va nous rejoindre. Lui, c'est Yves Tchala. Il est le président de la Ligue régionale de basketball du centre. Yves Tchala, qu'on on ne devrait plus présenter non plus. Il va être là dans un court instant. Le temps pour nous de l'installer confortablement et d'annoncer déjà ce premier élément de cette émission. Mais avant peut-être tout cela, on va vous dire le plus de la semaine.
Voilà, merci donc de nous rejoindre. Si vous venez juste de prendre donc Omniscore en marche, on a démarré il y a juste quelques instants. Vous n'avez rien perdu du tout. Le temps pour nous de dire bonsoir à Yves Tchala qui s'installe. Merci d'être avec nous pour cette édition d'Omniscore. Bonsoir Déby, bonsoir Bernard et bonsoir à tous les téléspectateurs. Il faut dire qu'on a quand même fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans vous. Hein? Oui. Très occupé. Très occupé avec le championnat, d'ailleurs j'en sors. Oui. Championnat régional tous les week-ends au niveau du Palais des Sports et il fallait boucler justement la journée, ranger tout le matériel et pouvoir être disponible ici pour parler de l'actualité. Alors, ça veut dire que le basketball régional se porte bien? Oui. C'est-à-dire? À merveille, parce qu'on arrive à jouer, malgré la contrainte sanitaire qu'on connaît. Oui. Tous les acteurs passent des tests normalement. Le principe accepté par tous et ça permet de jouer, quand même de tenir toutes les rencontres, tout en respectant les mesures barrières. Et donc, pour le moment, on va dire que ça se passe plutôt bien. Vous avez bien fait de parler des mesures barrières. On en fait d'ailleurs un rappel. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Nous allons commencer par le basketball pour dire que FAP est donc du côté de Rwanda. Je peux me tromper, mais Yves Tchala est là. Kigali, oui. Voilà, ils sont déjà donc à Kigali, les forces armées et police. Et là-bas, c'est pour disputer le tournoi de la balle, c'est-à-dire la Basketball African League qui démarre le 16 mai prochain, sur 2 semaines. 12 nations seront donc à cette compétition. Une première pour l'Afrique, puisque la NBA a mis la main à la pâte. On va voir la cérémonie de revoir de FAP Merlin Kamla. Voici les 13 lions indomptables qui vont représenter le Cameroun à la première édition de la Basketball Africa League. L'équipe, conduite par Lazare Adingonom, a été renforcée par 3 professionnels. Aruna Amadou, venu du Niger, Ezekia Mathieu et Marcus Wiley, venus des États-Unis. La team Cameroun va affronter en phase de poule AS Police du Mali, AS Salé du Maroc et Petro de Luanda d'Angola. Nous n'allons pas nous préoccuper par rapport à nos adversaires, nous allons monter nos stratégies et nous allons compétir au plus haut niveau en défendant bien sûr les couleurs des forces armées, mais au-delà de cela défendre les couleurs de la nation. Tout le monde est galvanisé pour aller à cette compétition nouveau-ancien, dans le basket nouveau-ancien, dans les compétitions internationales, avec l'équipe nationale ou bien avec les clubs. Donc ça se passe très bien. Cette cérémonie qui tient lieu des au revoir était aussi l'occasion de rappeler les attentes de la nation. Le Cameroun a réussi, après un véritable combat, à se qualifier parmi les 12 équipes. Nous y allons d'abord pour apprendre. Mais aller pour apprendre ne voudrait pas dire que nous allons pour observer. Nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Nous avons eu une très bonne préparation. Le départ pour Kigali est prévu ce mercredi et la compétition se déroulera du 16 au 30 mai 2021. Voilà, merci Merlin pour nous avoir replongé dans cette cérémonie de revoir de FAP qui est donc à Kigali. Et c'est très tôt pour un déplacement, je ne pense pas. Il faudrait peut-être y être. Question de s'acclimater, Bernard Basson. Oui, techniquement, en sport, ça compte beaucoup. Oui. Surtout pour des pays qui ont des dispositions climatiques différentes. Donc il fallait bien sûr, à mon sens, y aller avant. Ça s'est fait. On espère que l'équipe va braver
c'est vrai, c'est une nouvelle compétition, elle est inédite. L'équipe de FAP n'a peut-être pas l'habitude des grandes compétitions continentales, mais ça reste pour l'essentiel, du moins dans l'esprit des soldats. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des soldats, sont des guerriers, et leurs consoeurs sont des Amazones, ça on le sait. Donc on espère qu'avec la préparation qui a été au rendez-vous, on a essayé, c'est vrai, à distance de la suivre, avec les efforts qui ont été consentis par l'administration, que l'équipe va performer et nous fera plaisir. Alors, Yves Tchala, FAP, c'est la meilleure équipe du moment au Cameroun? Oui, puisque pour le championnat en cours d'ailleurs, c'est l'équipe qui est en tête à l'issue du Final Four aller. C'est aussi l'équipe championne en titre de la saison passée. Donc clairement, c'est la meilleure équipe ici au Cameroun. Pour revenir à leur arrivée, à Kigali, le programme est carré. Il est clair et il a été établi, on imagine bien, avec le professionnalisme de la NBA. Ça veut dire 6 et 7 mai, c'était arrivé des 12 équipes clairement établies. Un jour de quarantaine, d'abord ça c'est le Rwanda qui demande. Ensuite, 3 jours de quarantaine et de tests PCR pour toutes les équipes. Et donc, pendant ces 3 jours, c'est entraînement individuel. Donc, les joueurs vont par bloc de 3 par équipe au terrain et en salle de muscu, donc sans être en contact avec les autres, pendant 3 jours, le temps que les tests PCR sortent. Ensuite, les entraînements collectifs commencent donc à partir du 11 jusqu'au 13 mai. Puis, 2 jours de matchs amicaux. 14 et 15 mai, donc consacrés aux matchs amicaux où vous rencontrez des équipes qui ne sont pas dans votre poule de votre choix. Donc des matchs amicaux organisés par la NBA, et FIBA, donc pour la balle. Et puis donc le 16 mai, ouverture. Voilà, avec le match et FAP jouera son premier match donc le 18 mai face à AS Salé. D'accord. Ça veut dire que tout est déjà calé, tout est déjà calibré d'ailleurs. FAP connaît tous ses adversaires? Absolument. Déjà, tous les tests sont négatifs, c'est bien. Donc, les entraînements sont sereins. Donc, FAP s'est bien installé dans la bulle, parce que c'est sous forme de bulle. Toutes les équipes sont dans le même hôtel. Toutes les 12, parce que c'est toutes les 12 équipes et toutes les délégations et les officiels, etc. En tout, 206 personnes. Qui sont là. C'est beaucoup pour vous? Tout est... En football, c'est beaucoup plus. Si vous revenez sur voilà. Tout est fait, tout est fait sur place. Et donc, FAP connaît évidemment ses adversaires dans la poule B. Ça sera par ordre AS Salé du Maroc. Ensuite, le jeudi, ça sera Primero de Agosto de Luanda, Angola. Et terminera donc par AS Police, le dernier match de poule. Donc, les 2 premières cités sont redoutable. Maroc, Angola, c'est 2 fortes nations de basketball en Afrique. Primero de Agosto, c'est costaud. En plus, c'est très costaud. L'Angola et le Sénégal font partie des 2 plus grandes nations de basket en Afrique, ça on le sait. Donc les clubs leaders dans ces championnats, dans ces pays-là sont forcément très très difficiles à jouer. Mais le Cameroun aussi est désormais en Afrique une grande nation de basket, il ne faut pas se le cacher. On a quand même de grands joueurs en NBA, donc forcément c'est vrai, ils sont pas de la partie, mais ça compte. On a une aura quand même qui compte. Donc c'est vrai, on peut être quand même sur la défensive parce qu'on sait qu'on aura de lourds morceaux. Oui, on a suivi dans l'élément de Merlin tout à l'heure. Le colonel rappelait que bon, on y va, c'est notre première sortie continentale, on y va pour apprendre, mais pas en élève ou en bleu résigné. Absolument, parce que FAP a fait preuve de capacité d'adaptation quand même dans les tours de qualification, parce que FAP a passé 2 tours de qualification pour être là, à Libreville contre des équipes de gros calibre comme le TP Mazembe, Manga du Gabon, et puis ici à Yaoundé même,
dans cette deuxième phase de qualification où FAP a terminé deuxième, il fallait prendre 3 derrière GS Pétrolier d'Alger et puis justement AS Police qui était 3e ici à Yaoundé. Donc pendant ces tours-là, FAP a su s'adapter à ce niveau de compétition parce que FAP allait en compétition africaine pour la première fois et donc obtenir brillamment cette qualification pour le tour final. Donc évidemment, avec cette nouvelle formule, le tour final ressemble à l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs où on passait les éliminatoires de zone pour aller au tour final. Donc, si on considère ça ainsi, c'est la première fois que FAP Monsieur arrive à ce stade des compétitions africaines. C'est ça que le colonel voulait rappeler pour qu'on n'en fasse pas directement de FAP un favori. C'est un outsider face à ces calibres-là. Mais comme il a dit, FAP va se battre avec ses arguments. FAP est en mission. FAP est en mission, c'est le terme d'ailleurs qu'il a utilisé. FAP est en mission pour essayer de contrecarrer les plans de ces grosses écuries parce qu'on rappelle que Salé est le champion d'il y a 3 ans de la Coupe d'Afrique ancienne formule et c'est à peu près la même ossature qui est là avec des bons renforts et Primero Bernard l'a rappelé. Primero c'est le champion national d'Angola. L'Angola c'est une forte nation de basket ancrée au niveau du basket local parce qu'il y a des équipes fortes avec comme le Nigeria avec beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur. La particularité de l'Angola c'est que très peu de joueurs viennent de l'extérieur parce qu'il y a un très bon championnat local professionnel et donc Primero par exemple Petro c'est 90% de l'équipe nationale qui était ici lors des qualifications, tournois de qualification pour l'Afro-Basket. C'était pratiquement Petro qui constituait cette équipe nationale et c'était une espèce de galop d'essai. Lors de ces qualifications-là pour la balle, Petro s'entraînait déjà en quelque sorte avec de jeunes talents qui sont l'avenir du basket angolais. Et puis 3 anciens qui encadrent ces talents. Carlos Moraes, qui est un des tout meilleurs basketteurs africains de tous les temps, qui est toujours là, qu'on a vu à Yaoundé avec beaucoup de plaisir, qui était déjà champion d'Afrique en 2005, etc. Donc, FAP s'est envolé avec 13 joueurs, 10 locaux, plus 3 professionnels. Alors, c'est dire que il y aura quand même du répondant au filet pour nous? Bien sûr que la volonté est de mettre du répondant. Oui. Si on prend des professionnels venus de l'extérieur, c'est bien sûr pour densifier le groupe déjà là, un groupe homogène, mais qui a certainement besoin de nouveaux repères, de repères venant des personnes qui ont déjà compété à un certain niveau. Donc forcément, je pense que c'est une très belle initiative de renforcer l'équipe avec des personnes plus expérimentées et avec un meilleur vécu. Et comme je dis, ce sont des soldats, ils vont certainement tout donner et voilà, on peut être confiant de ce qu'on n'aura pas de regrets à l'issue de la compétition. Renfort également au banc de touche, parce que c'est le sélectionneur national qui accompagne cette équipe. Oui, un sélectionneur qui lui-même a quand même roulé sa bosse, qui n'est pas né de la dernière pluie. Lazare Atingon, non? Oui, il sait s'y faire. Je pense qu'il va apporter un groupe à cette équipe, il va l'aider à tirer le meilleur d'elle-même. Donc voilà, je pense que mais pourquoi lui en ce moment? Pourquoi lui à ce moment? Bon, pour plusieurs raisons. Déjà à cause de son expérience du basketball africain, qui est immense, et aussi parce que Adingon a eu à coacher 2 équipes parmi les 3 que nous allons rencontrer. Adingon a été coach de AS Salé de 2011 à 2012. On va dire que c'est un peu loin. On va dire c'est un peu loin, mais sauf que l'ossature de cette équipe, elle est toujours là. Elle part de cette période-là. Donc, il connaît à peu près ses joueurs et le fonctionnement global de la structure. Et puis, il a été coach de Primero de Petro, de Luanda, de 2012 à 2020. Et donc, d'ailleurs, c'est le titre de champion d'Angola qu'il a obtenu avec Petro, qui donne la qualification à Petro pour la balle. Alors, on a récupéré notre élément, c'est ça? Alors, on a récupéré notre élément. Et oui, parce que bon, il n'a pas trouvé un accord de prolongation de contrat avec Petro. Et bien, ça fait notre bonheur pour utiliser donc ça sera pour lui une belle petite revanche.
Bon, on l'espère. Peut-être pas revanche dans ce pas sens-là. Revanche, non, pas dans ce sens, mais quand même sur le terrain. Hein. Oui, on l'espère. Ce ne sera pas facile, il le sait lui-même, mais voilà, on l'espère. D'accord. Oui, Yves. Oui, ça sera ça. Alors, le principe de la balle, c'est ça, hein, c'est des renforts autorisés. C'est des joueurs, chaque équipe toutes les équipes, obligation d'avoir deux Américains. Oui. Obligation pour 2 Américains, c'est la part du partenariat de la NBA. Et puis maintenant, possibilité d'avoir 2 non-nationaux qui ne sont pas américains. Par exemple, Haruna, le Nigérien, un bon joueur africain qui peut être là. Et le Cameroun avait jeté son dévolu sur donc, les 2 Américains, Haruna, le Nigérien, et un Camerounais. Qui évoluait du côté des États-Unis et maintenant en Asie, en Chine, Kamga, qui malheureusement est blessé et n'a pas pu être là. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve en fait avec ces 3 renforts. Oui, mais vous verrez que dans la plupart des équipes qu'on va rencontrer, il y a 4 renforts. En général, 2 Américains et puis 2 joueurs africains non nationaux de ce pays-là. Par exemple, vous avez Zamalek où vous avez Solo Diabaté, le meneur de jeu de la Côte d'Ivoire qui va jouer avec Zamalek. Vous avez Jefferson. Ah ben ça c'est parce que la Côte d'Ivoire parce que ABC de Côte d'Ivoire ne participe pas. Oui. Et donc les joueurs de ces pays qui ne participent pas, la RCA, tout ça sont sollicités. L'Ouganda, etc. Ça m'amène ça me conforte un peu hein, dans cette question, enfin sur cette question qui me trottine dans la tête. La NBA, FIBA, c'est également une belle porte pour les joueurs ou les basketteurs africains. Absolument. Oui. Ce partenariat-là, c'est ça. C'est un partenariat de raison pour avoir cette mobilité des talents. En fait, il y a des championnats déjà assez professionnels des autres continents. L'idée, c'est de pouvoir le faire aussi au niveau de l'Afrique pour que les joueurs ici puissent atteindre ces standards et qu'il y ait une mobilité des talents d'Asie vers l'Afrique, d'Afrique vers l'Asie, etc., qui permettent donc que l'Afrique s'intègre à ce mouvement parce que vous savez que la NBA, par exemple, a des académies un peu partout. En Afrique, il y a Dakar, il y en a 2 en Inde, en Chine, en Australie, etc. C'est pour former des NBA material, comme ils disent, matériel NBA. Sauf que la NBA, c'est très sélectif. Ce n'est que 450 joueurs. Les meilleurs au monde, des 450. Donc, forcément, il faut trouver des débouchés aussi pour cela. Et donc, l'avènement d'un championnat professionnel au niveau en Afrique peut aussi servir de débouché en même temps. Africains peuvent être vers d'autres horizons. Donc, c'est un peu ce circuit-là qui il y aura doit aussi se quand développer. même un plus, non, côté finance? Peut-être pour les joueurs, les largement, pays, pour tous les acteurs, ils ont commencé à sentir ça ici avant de partir, puisque dit quoi, ça ils sent ont eu bon? des petites choses, mais forcément, on passe à un autre statut à ce moment-là avec tous ces appuis qui sont faits. C'était vraiment très professionnel et les joueurs nous ont envoyé des images assez émues. Bon, ça avait l'air naturel pour ceux qui sont habitués au haut niveau, mais pour eux, ils sentaient qu'ils allaient dans une autre planète parce que ils arrivent, toutes leurs chambres sont aménagées, tous les équipements sont prêts. Jusqu'au babouche et tout le reste. Et ils arrivaient, ils découvraient tout un autre monde, une autre façon de faire qui est vraiment... Voilà, ceux qui ne connaissent pas du tout de ce côté. Ouais. Une petite respiration pour parler du plus de la semaine. De la semaine, on va faire un tour du côté de Garoua pour parler en brèche comme ça de cette victoire de Coton Sport sur APHS Dofo, 2-0 et une belle performance de Coton Sport qui peut être validée dans son match de dimanche prochain contre la Jaraaf du Sénégal, qui va donc compter, le match va compter pour les quarts de finale de la Coupe CAF. Bernard Bassong. Oui, c'est vrai que
Les dernières défaites du Coton en compétition africaine ont fait couler beaucoup d'encre. Certains estimaient que le fait que le Coton ait été exempté de certaines rencontres de championnat a pu avoir un effet négatif sur les joueurs, sur le rythme et ainsi de suite, qui a malheureusement conduit à 2 défaites consécutives. Mais voilà, aujourd'hui, Coton l'a emporté sur APG, qui est une équipe qui est facile à jouer dans notre championnat, une équipe très solide avec beaucoup de bons joueurs qui jouent très vite. Coton a gagné et c'est une belle répétition pour le match de dimanche contre l'équipe sénégalaise Jaraf. Et on sait tous très bien que les Sénégalais, les Africains de l'Ouest d'ailleurs, ont un jeu très puissant, ils sont très puissants, très athlétiques et assez techniques, vifs, véloces. Donc ce sera une rencontre très 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 difficile pour le Coton. Il fallait bien sûr engranger de la confiance et c'est le cas après une victoire par 2 buts d'écart et surtout avec 0 but encaissé, donc avec le clean sheet comme on dit en anglais. Ouais. Donc voilà. Je pense que Coton prépare bien son match. Le coach sait très bien que ce qu'il attend ne sera pas facile. Pas du tout. Mais je pense que l'équipe sera prête. Et puis déjà, le coach sénégalais a déclaré clairement que c'est le tirage que lui il attendait. Ouais. Parce qu'il sait comment les équipes camerounaises jouent. Il a dit elles sont physiques et contre ses individualités. Donc il a à peu près l'idée de ce qu'il faudra faire contre nous. Mais on espère que le Coton va... Encore qu'il a, si je me trompe, non, entraîné à Coton Sport. Non, c'est pas le même, d'accord. C'est pas le même entraîneur. Mais lui, il sait à peu près à quoi s'attendre. Je pense que c'est un érudit du football africain, donc il sait à quoi s'attendre. Je pense que ce sera compliqué pour le Cameroun. Avec voilà. Ce sera compliqué, mais on espère que ça va aller. Que ça va se faire, oui. Une victoire qui permet à Coton Sport de respirer, comme le disait Bernard. Oui, et puis de se projeter vers ce match important pour la suite de la compétition. Et comme on le rappelait, les derniers matchs, c'était des défaites. Et là, c'est qui tout double. C'est maintenant des matchs en aller-retour, donc il n'y a pas droit à l'erreur. Dès le premier match, il faut être performant tout de suite pour ne pas regretter. En principe, ils ont eu un tirage qui n'est pas très mauvais, mais Jaraf, c'est une bonne équipe parce que ils sont véloces, ils sont agressifs, c'est un bon centre de formation, c'est des jeunes joueurs. Donc, Coton va devoir batailler sur le terrain pour pouvoir obtenir cette qualification et ça commence dès dimanche. Il faudra donner le ton tout de suite et c'est de bon augure d'avoir eu ce match déjà là pour se projeter directement. On imagine que dans cette victoire, ils ont pu déjà regarder les erreurs commises lors des derniers matchs parce que les matchs comme ça se jouent sur des détails. Très peu parce que les équipes, au fur et à mesure qu'on arrive vers le quart de finale, ça se nivelle. On commence à avoir des équipes qui ont à peu près donc le même niveau et ce sont les détails maintenant qui font la différence. Donc il faut regarder toutes ces petites erreurs, ces cartons, ces buts bêtes encaissés pour s'ajuster rapidement et se mettre en ordre de bataille. Est-ce que le fait, Bernard Basson, que Coton Sport reçoit à la maison est un avantage, pourrait être un avantage quand même, le match à domicile comparé au match aller à l'extérieur? Techniquement, on sait que évoluer à domicile est toujours un peu plus avantageux pour l'équipe qui reçoit, notamment lorsque le public est présent dans les stades. Mais surtout en football et en basketball, qui sont des sports très très populaires et très courus. On sait que la voix du 12e homme compte beaucoup. Mais voilà, avec la pandémie, les matchs se joueront certainement à huis clos. Oui. Donc avec le huis clos, le nivellement des valeurs se fait de plus en plus prononcé, puisque l'influence et la poussée qui est souvent mise par le public ne se ressentent pas. Donc, mais quand même, le fait de recevoir à domicile de recevoir un match est toujours intéressant sur une pelouse qu'on connaît, avec des repères qu'on a, avec un feeling qu'on a toujours vis-à-vis de la balle, vis-à-vis de l'espace sur lequel on évolue et surtout avec la connaissance du résultat du match aller. Donc, on a un peu plus de matière pour pouvoir performer. Je pense que, comme le président Yves l'a dit, ce sera un match difficile pour le Coton, pas le plus difficile de tous les tirages possibles, parce que le Coton aurait pu tomber sur des équipes bien plus colosses. Voilà, mais ce sera difficile. C'est le moindre mal. Oui, c'est bon, on va dire moindre mal, oui. Oui.
ce sera difficile, mais voilà, je pense que Coton est assez armé pour faire bonne figure. D'accord, on aura nos yeux sur Garoua dimanche prochain, Coton Jaraaf, et on espère, pourquoi pas, que ce match aller soit un match victorieux pour nos cotonculteurs. Et surtout, éviter au maximum d'encaisser ce fameux but à l'extérieur qui pèse souvent dans ces matchs en aller-retour de confrontation. D'accord. On reste donc sur le football pour parler cette fois de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à grands pas. Il y a quelques jours encore, on parlait de la mascotte et de l'hymne national. Mola pourrait être le nom de la mascotte, déjà bien connu, même si fredonner encore l'hymne, on ne le fait pas parce qu'on ne le connaît pas. Mais Evariste Yenga est allé là-bas. On va suivre son reportage. Mola, M-O-L-A, le nom de la mascotte de la CAN 2021 a été proposé par le jury du concours national et validé par le président du COCAN. Il désignera l'une des 3 œuvres présélectionnées à l'issue du concours national. Mola, selon le professeur Janta Bimanga, signifie oncle et par extension frère, ami, copain. Quant à l'hymne, 3 propositions ont été présélectionnées après avoir obtenu les notes de 73,59 sur 100, 73,06 sur 100 et 71,71 sur 100. Ce sont des hymnes qui reflètent à la fois l'amour du football, l'amour de la patrie Afrique, l'amour de la patrie Cameroun. Après les résultats des concours, d'autres étapes précèdent le dévoilement final. Nous procéderons à une grande cérémonie spectacle au cours de laquelle ces œuvres seront dévoilées au grand public. Le nom Mola est connu, mais son visage reste sous anonymat. Idem pour les œuvres de la shortlist. La présentation officielle est prévue autour du 15 mai prochain. Ce sera en direct à la télévision. Oui, à suivre sur CRTV. Et Mola, on connaît, Mola, on en parle tous les jours. On s'appelle même d'ailleurs fraternellement, au Cameroun en tout cas. Mola, c'est un nom qui ne nous surprend pas, un peu comme Tara lors du Chan. C'est presque la même chose, Bernard. Oui, bien sûr. Ce mot-là, c'est très courant, c'est très connu, c'est très familier. Et je pense que la connotation fraternelle qui est derrière cet appellatif-là est assez intéressante. Voilà, donc, Mola, pourquoi pas? C'est vrai que Tara, ça rappelait un peu plus le centre Cameroun, où cette expression est un peu plus employée, il me semble. Oui. Je pense que Mola, c'est peut-être un peu plus l'océan, je sais pas, je me dis, parce que c'est là-bas que ça se dit davantage. Donc voilà, c'est un parcours du Cameroun, c'est le tour de l'Afrique. Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc, moi, je pense que Mola, ça va. Moi, ça me va, j'ai pas de problème avec Mola. C'est simple, c'est facile à prononcer, ça satisfait tout le monde. Donc voilà. Je peux dire Mola, ça va aller? Ça va. Et pour continuer à la suite du professeur Binam Bikoy, on va dire que Mola va sortir même de la fraternité camerounaise pour s'étendre à la fraternité africaine. En accueillant tous ceux qui vont venir pour cette très belle fête. Alors la cérémonie de présentation, n'est-ce pas, de cette mascotte et de l'hymne national, c'est pour très bientôt, mais pour demain déjà, du moins lundi, on nous annonce l'arrivée d'une mission de la CAF. Elle va donc être là pour s'assurer de ce que la cérémonie de tirage au sort est déjà prête. Est-ce que ça met une pression de plus au Cameroun, ou du moins au pays organisateur en général, à ce moment précis? Mais toujours, chaque fois qu'on dit que la CAF va arriver, forcément, on est un peu sous pression parce qu'on aimerait que tout se passe bien. Et je crois que c'est même cela aussi qui justifie la tournée du ministre un peu partout pour voir un peu l'évolution de tout ce qui est fait, pour pouvoir rendre compte, mais aussi s'assurer que nous sommes effectivement sur la bonne voie.
et qu'on tient les calendriers par rapport aux échéances à venir. Donc oui, l'arrivée de ces inspecteurs, c'est toujours un signe d'appréhension peut-être, mais c'est surtout comme une espèce d'examen de passage, par étapes, pour se dire que, ok, est-ce qu'à cette étape, on tient la corde et qu'on peut se projeter sereinement vers l'avenir. C'est une évaluation très, très importante. Les choses sérieuses commencent, on peut le dire, pour la CAN. Les choses sérieuses ont commencé depuis. Oui. Depuis le jour où elle monte peut-être d'un cran là maintenant. La CAN au Cameroun, oui, c'est vrai, la pression s'intensifie. On est à un peu moins de 8 mois, oui. Date à date. Date à date, oui. Voilà, donc on peut quand même ressentir déjà l'atmosphère de la CAN, la pression. Et puis on a déjà le nom de la mascotte, on a l'hymne qui arrive, il y aura forcément des couleurs qui vont commencer à habiller la ville au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des événements. Donc oui, cette mission d'inspection, je pense qu'elle est la bienvenue. Je pense que l'objectif pour les organisateurs locaux, c'est que le stade d'Olembe soit prêt, qu'il accueille le match d'ouverture. On a vu le ministre des Sports multiplier les descentes. Sur le terrain, il était à Garoua cette semaine. Dans les infrastructures pour pouvoir s'enquérir de l'évolution des travaux et surtout de l'état d'avancement. Voilà, donc cette mission d'inspection vient certainement pour évaluer les détails. Mis à part les infrastructures qui capitalisent l'attention, il y a forcément des infrastructures hôtelières, hospitalières, forcément qui vont intéresser. Donc on attend d'avoir le rapport officiel ou officieux, peu importe, mais on sait quand même que le Cameroun sera prêt pour cette grande fête du football. Le Cameroun c'est un pays de sport et puis on saura faire. Sur le terrain, cela ne se ressent pas vraiment encore, parce que le quotidien des Camerounais, du Camerounais lambda, rien n'a encore changé, c'est le train-train quotidien d'hab. Oui, bon, pour une compétition continentale, 8 mois, c'est un peu long. C'est encore long. Oui, je pense qu'à 2 mois de l'événement, la pression va commencer à monter, on verra des voitures se parer aux couleurs, on verra des gens s'habiller aux couleurs, on verra des délégations de touristes commencer à faire des tours, on verra des réservations d'hôtels et on comprendra là qu'on est en plein dans l'événement. Donc je pense que 8 mois à l'avance, on peut encore attendre, on peut encore se préparer sereinement, sachant qu'on aura beaucoup de monde à accueillir. Est-ce qu'on a le temps vraiment? Est-ce qu'il y a encore du temps? 8 mois, ça va très vite passer. Très vite. On n'a jamais vraiment du temps lorsqu'on prépare un événement de cette envergure. Et jusqu'au dernier moment, on sera en train de courir. Ça c'est sûr, parce qu'on aimerait toujours, lorsqu'on prépare ce type d'événement, avoir tout terminé bien avant pour, dans les derniers moments, peaufiner le reste. Mais malheureusement, à 90% des cas, il y a toujours des choses qu'il faut terminer, qu'il faut pas faire et donc on risque d'être dans cette configuration. Donc ça va vite, mais il faut établir un planning rigoureux maintenant, mois par mois, semaine par semaine, de tâches précises à faire et avoir fait. Donc dans les différents domaines de préparation de l'événement qui ont été bien identifiés au niveau du COCAN, avoir des évaluations chaque fois et puis se projeter. Donc on imagine que ce sont des professionnels de l'événementiel sportif qui sont là et que ils travaillent sereinement à tout ça. Après, comme Bernard a dit à un moment donné, il faudra que le COCAN sorte du COCAN pour aller vers toute la nation et que chacun à son niveau se sente concerné par l'événement. Et ça sera une autre étape, une autre phase qu'il faudra aussi très bien passer parce que il faut vraiment qu'on puisse le ressentir ici. Oui, on va donc voir comment le MINSEP multiplie les descentes sur le terrain. Bernard Basson en parlait tout à l'heure et le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kombi, était du côté de Garoua. Oumar Boussanda était également dans son cortège. Pour sa visite des infrastructures devant abriter la CAN 2021 à Garoua, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kombi, s'est rendu dans les établissements hôteliers et les différents stades de la cité capitale du Nord. Sur le site de l'hôtel Relais Saint-Hubert et du Motel Plaza ainsi que de l'hôtel Ribadou, le président du COCAN s'est dit satisfait de la qualité du travail accompli.
Si le stade omnisport de Rumdiadia et son année sont prêts, le membre du gouvernement invite par contre l'entreprise adjudicataire des terrains prioritaires d'entraînement, celui du Sénagès et de Coton Sport, à redoubler d'efforts dans l'optique du respect des délais. Dans la panoplie des 5 stades d'entraînement, nous en utiliserons 3, plus précisément le stade annexe de Rumdiadia, Coton Sport et Sénagès, que nous avons visité en relevant que la pelouse est déjà en place, qu'il y a un certain nombre d'aménagements à faire. À quelques jours de l'arrivée des émissaires de la CAF, le ministre Narcisse Moïle Koumbi repart satisfait de cette visite de travail malgré les réajustements qui doivent être opérés. Des réajustements à opérer, satisfaction du MINSEP, mais Bernard, le Cameroun, on dirait que c'est un pays qui adore la pression ou qui s'en sort mieux quand il est sous pression. S'en sortir mieux, je ne sais pas. Mais on essaie Mais de qui prend tout son temps et attend toujours peut-être la dernière minute pour accélérer les choses. Il faut préciser que c'est surtout en football. Surtout en football. Parce que lorsque le Palais des Sports doit abriter des événements, que ce soit le basket, que ce soit le volley, que ce soit le hand, je pense qu'on n'a pas souvent cette pression-là. On a souvent des organisateurs qui prennent le temps d'être... Ou peut-être aussi parce que la logistique est un peu moins importante pour ces événements-là que pour le football. Oui. Même si je pense qu'il y a bien matière à épuiser un bon paquet de stress pour des événements comme cela. Le stade aurait dû être livré depuis. Il y a eu des reports successifs d'échéances qu'on n'arrive pas à justifier. Mais bon, nous ne sommes pas dans le secret des anges, donc on peut quand même se sentir dérangé par ça. Mais voilà, on espère que la CAN va se tenir, qu'on aura une belle CAN et surtout du public. Parce que je pense que c'est ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. On peut être désolé, ça c'est personnel, de voir que l'Afrique gère la pandémie un peu comme le reste du monde, alors que l'Afrique est moins affectée que le reste du monde. On peut avoir une gestion de la pandémie qui est meilleure. On voit actuellement en Europe, dans le tennis, des stades qui ont quand même des gens mais on se surprend quand même qu'en Afrique, la CAF organise ces matchs préparatoires pour la compétition sans public. C'est quand même assez intriguant, alors que de l'autre côté, il y a beaucoup plus de cas, il y a un retour maintenant, morts. Et il y a le retour dans les gradins qui se fait sentir. La pandémie était plus ou moins contrôlée, donc clairement, on ne comprend pas très bien, mais voilà. Bon, mais peut-être que d'ici là, ils vont revoir... C'est presque sûr quand même que d'ici la fin de l'année, la pandémie sera résorbée et on pourra préparer sereinement le chat. Le Cameroun adore le stress, c'est ça? Ou on s'en sort mieux? Pour revenir à la même question. Oui, peut-être qu'on est habitué à travailler avec en 2016, avec la CAN féminine, c'était pareil. Chan, on l'a vécu il y a quelques semaines encore. Et puis voilà, la CAN puis là, qui est là. On sera fidèle à nos habitudes. On est fidèle. Pour être encore sous pression, et on espère qu'on s'en sortira aussi bien que pour les précédentes éditions. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué d'être dans ces situations et de courir jusqu'à la dernière minute. Mais après, on espère que ça va bien se passer. Oui, ça se passe d'ailleurs toujours bien. C'est vrai que vous disiez tantôt que il fallait spécifier que ce n'est qu'en football qu'on se met la pression. Oui, parce que le Cameroun organise beaucoup d'événements sportifs, beaucoup. Des sports de combat accueillent des compétitions, d'autres sports collectifs, le volleyball, le basketball, le handball, peut-être un peu moins le 8 au 18 juin. Justement, mais ça arrive, on a l'impression que des gens sont sereins dans l'organisation. Mais au football, il y a toujours des remous, des problèmes, des tensions, des rejets, ainsi de suite. Qui usent un peu à la longue. C'est vrai, on peut être passionné de sport, mais on finit par s'user devant toute cette pesanteur, toute cette lourdeur.
Donc voilà, mais on aura une très belle CAN, ça c'est sûr. Le Cameroun s'est fait. Olembe sera prêt, vous en parliez tout à l'heure. Olembe qui va donc accueillir le match d'ouverture. Peut-être prêt, oui, pas à 100%, ça c'est sûr, mais prêt pour accueillir le match d'ouverture, je pense. Ça c'est déjà que l'édifice est déjà plus ou moins digeste. Vous avez fait un tour à Olembe? Oui, sans doute. Je suis sûr que je suis très près de là. Oui. Donc voilà, l'édifice est sorti de terre, il est très impressionnant, très beau. C'est vrai qu'aux alentours, les finitions ne sont pas encore faites. Ce qui avait été prévu, un hôtel et tout le reste, ça n'a pas été fait. Ça ne peut pas être prêt. Mais peut-être le plus important, le stade. Le stade, les pelouses. Et les voies d'accès aussi, quand même, sont intéressantes autour du stade. D'accord. Vous adhérez? Oui, pour dire que c'est clair que tel qu'il a été prévu au départ, ça ne sera pas prêt. Oui. Mais on pourra y jouer. On n'aura pas encore l'hôtel, les cinémas, tout ce qui était prévu au niveau du complexe. Il ne sera pas un complexe. À ce moment-là, oui, on aura déjà de quoi faire, de quoi jouer. Mais surtout qu'on n'oublie pas le reste après l'événement. Qu'on termine quand même ce qui était prévu, parce que c'est souvent ça, c'est qu'une fois que l'événement est passé, on oublie tout ce qui était prévu et tout le reste, mais ça, il faudra qu'on puisse le faire. Et on profite pour dire qu'on aura l'afro-basket féminin ici aussi. Au même moment, non, avant la CAN. Non, c'est parce que ça vient d'être officialisé. Donc du 17 au 26 septembre. Et d'ailleurs, on fera le tirage au sort ici le 10 juillet en principe. D'accord. On en reparlera sans doute. Merci déjà pour cette fenêtre ouverte. Nous allons respirer un tout petit peu en rappelant les mesures barrières telles que édictées par le gouvernement. Le temps pour de donner le temps de l'information, des informations qui nous seront présentées par Clarence Ngé. Petite respiration. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Clarence Ngé, bienvenue. Le plaisir est le nôtre de vous recevoir. Bonsoir. Good evening, Debbie. Good evening. Alors, sons and daughter of Mwanko have begun activities. Yes, Debbie, that is in the Senegal Maritime Division of the Littoral Region. The activities are ahead of their cultural festival that is going to take place in November this year, so they are already preparing. Our cultural desk reporter, Emanuela Vemu, went finding how the preparation. Let's get her report. Yoyo Beach, long by 100 kilometers, is a natural wonder dear to natives of Mwanko in the littoral region. The locality is also renowned for its species of oysters. These gifts of nature and more will be at the center of the second edition of the Mwanko Development and Cultural Festival Kodeno in November this year. The first diplomatic act was in Mwanko. The first national heroes were in Mwanko. The beach has about 100 kilometers with Atlantic Ocean. The first Catholic church in Cameroon is in Mwanko. The second Protestant church is in Mwanko. Launching the initiative in Yaoundé, natives like the Malimbas, Pongo Songo and the Yakalas have been edified on how they can rebrand oysters for a better economic gain. I demonstrate how the oyster value chain, like the oyster product and the oyster share, can create the income and the revenue. I can help the people to transform the Mwanko locality.
Time, therefore, for final preparations ahead of November 25 to 28, 2021 at the Yo-Yo Beach for the second edition of Codeno. Jose Manuela Vemio reporting. The national president of the Bamenda Kwen Cultural and Development Association has warned that a local language spoken by over 60,000 inhabitants in the Bamenda Kwen village is a high risk of extinction. The warning is from the association's president, Emmanuel Tantor. Our Northwest correspondent is Kilo Valerie Sailai, who reports from Bamenda. It is a hilly village, one of the oldest and biggest localities in Bamenda. Going by the strength of the Bamenda Kwen's territorial extension that covers all of Upstation, the logic follows that its local language should be dominant. But at this event, participants are very preoccupied by potential depletion of the dialect. If we don't reinforce our culture by speaking the dialect, in the next 10 years, you suddenly discover that the French language and the English language is going to overshadow the village, and it doesn't more become. This partnership agreement between the Association of Bible Translation and Literacy and the Bamenda Kwen village is seen as an instrument of evangelization and language promotion. The church leaders in the community will be using the Bible in the Bamenda Kwen language. Members of the community will be able to read and write, so they will be able to hear God talk to them directly in their language when they read the Bible in Bamenda Kwen. The Bamenda Kwen village is one of many in the northwest, heavily invaded by English and French languages. We are still in the Northwest region, but this time religion. The Bishop of the Kumbu Diocese in the Northwest region, His Lordship George Kwo, has emphasized that only a frank and sincere dialogue can resolve the present socio-political crisis that is ongoing in that part of the country. He made the declaration during a ceremony to celebrate his 40th anniversary in priesthood. Details with Eric Lamiauvo. Frightening gunshots near the ceremonial ground of the St. Augustine's College in Seoul renders many Catholic faithful panic-stricken. Defense forces push away armed separatist fighters who try to upset the celebration of the 40 years of priesthood of Bishop George Kwo, who has been at the helm of the Kumbu Diocese for 15 years. The church officials on the occasion say dialogue is the only way to cause the guns to be silent. We need to be able to face the truth as it is. We need to be able to look at each other and call you, this is my brother, this is my sister. Guns will never solve the problem. Bombs will never solve the problem. But inclusive dialogue will be able to bring us again to look at each other in the eye as brothers and sisters. The representative of the President of the Republic to the Jubilee celebration talks of plans of a return to normalcy in Bui Division. The operation to secure the division and the whole region that I have long started will continue and will be increased to face the present situation. In his homily, the Archbishop of Bamenda, His Grace Andon Kia, described Bishop George Kwo as a man of unshakable and steady faith who has laid down his life in shepherding God's people for the last 40 years. Will host the first ever economic forum. The bid will run from the 25th to the 28th of May this year, of course. It is to witness the first ever forum that will be holding in Douala. We are talking economy, and the forum, they will be discussing the stakes and the challenges of developing the city of Douala. And the coordinator of that forum is Olivier Kinge Moli. Let's now get this report from Sally Ebeninyoki from Douala as he tells us, gives us the details ahead of that forum that is going to take place. It will be the first time town planners, economists, businessmen from all sectors alongside partners of the public and private sectors will be meeting to discuss how to develop the city of Douala. The discussions will take place during the first ever economic forum managed by Impact Economic to run from the 23rd through the 25th of May 2021. Ahead of this event, the organizing committee, with Olivier Kingemoli as general coordinator, met with the president of the Littoral Regional Council to present the project and seek his support.
Within the context of decentralization, the project is very welcome. The development of our region is very important for us and for them. And for people abroad and out of the region, we would like to invite them, like entrepreneurs, to come and help us to develop this littoral region. Focus during the forum will be on the development of the economic capital, land use, mass distribution, and the problem of urban transportation. Discussions will also center around decentralization and funding opportunities. The first economic forum seeks to find solutions to modernize the city, which is the economic nerve center of Cameroon and the Central African sub-region. We end up with this story in politics. Top officials of the Social Democratic Front Party, the SDF, met in their NEC meeting that was yesterday here in Douala and evaluated the implementation of the recommendations of the meeting and proposals to sanction some members who flout party discipline. Let's now get the excerpt of the National Communication Officer, Dennis Kemlemo. He spoke to our reporter, Gibet Ongene. Take a listen. I assure you that we are working within the framework of the text, the constitution of the party. We don't have sacred cows. So if there is anybody who merits to be sanctioned, we will not spare. We don't have sacred cows in the SDF. To the best of my knowledge, the only main area where there has been mention of A2 it concerns littoral. But as the moment that I'm granting this interview, we have not yet treated the issue of littoral. We have handled Northwest. We are now on the Central region. We have not yet got to littoral. Well, SDF Communication Secretary putting an end to this package, Debbie? Oui, c'est donc la fin. Definitely. Merci d'être venu. Hein? Thank you very Tout le much. plaisir est le nôtre de vous accueillir, Clarence. Bon dimanche et bon début de semaine. I wish you the same, Debbie. Merci bien. Omniscore, la suite, après Clarence. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, Angle Droit vous emmène au cœur des normes de la société. 13 minutes pour passer en revue vos droits et vos obligations. Soyez au rendez-vous tous les jeudis sur CRTV News. Angle Droit met les infractions à la barre. CRTV News, ici, toute l'info. Dernière partie de Omniscore de ce dimanche 9 mai 2021. Dans cette troisième partie, nous allons parler du football avec ce mondial de 2022. Donc les matchs qualificatifs ont été reportés prévus d'ailleurs pour juin prochain, ont été donc reportés pour les mois de septembre, octobre, voire jusqu'en mars 2022. Et pourtant, Antonio Conceição, l'entraîneur national des Lions, c'est indomptable, venait de convoquer 36 joueurs que nous vous invitons d'ailleurs à parcourir la liste avec Merlin Kamla.
Des petits soucis avec cet élément de Merlin Kamlar, mais pas grave. Peut-être que nous allons rattraper le son de Merlin Kamlar avec, dans un court instant, le temps de prendre nos Bernard Basson et Yves Tchala, qui sont des nôtres depuis le début de cette émission. La liste des 36 joueurs de Antonio Conceição ne vous a pas surpris, ne vous a pas fait reculer un tout petit peu, Bernard? Si, un tout petit peu. Parce que comme pour chaque liste, il y a toujours d'énormes surprises. Oui. Il y a peut-être ceux qui performent mieux, qui évoluent à un meilleur niveau, qui ne sont pas convoqués, et d'autres, tout inversement, qui performent moins bien, qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui sont convoqués. On a des joueurs qui évoluent dans des pays, je ne vais pas dire rares, mais qui évoluent dans des championnats, dans des championnats un peu moins relevés que d'autres, mais qui sont convoqués en sélection au détriment de ceux qui évoluent dans d'autres championnats un peu plus huppés. Donc, on peut quand même toujours s'interroger, mais le sélectionneur est là, il a un mandat, il a une mission. Et c'est toujours quand même intéressant de convoquer des joueurs même qu'on ne connaît pas. Ça nous permet quand même de rapatrier et de faire comprendre à certains joueurs qu'ils ont de la place en sélection, quel que soit le lieu où ils évoluent. Peut-être faudrait-il quand même insister sur le niveau, parce qu'il y a quand même des joueurs dont le niveau est assez douteux qui sont en sélection. Conceição, depuis son arrivée, on a une équipe camerounaise qui quand même ne joue pas très mal, mais il y a tellement de rotations, de permutations qu'on a du mal à trouver une vraie ossature. Or, on sait que pour qu'une équipe soit performante, il faut qu'elle ait une dose d'homogénéité. Et pour ça, il faut qu'il y ait des joueurs cadres, des joueurs sûrs, avec la bonne attitude, qui quand même mènent la cadence. Peut-être que Conceição est en train de préparer, on va dire comme ça, la relève, ou alors, sachant que la CAN, c'est pour quelques mois, dans quelques mois encore, il en profite pour tourner autant qu'il le peut. Oui, le problème, c'est que Conceição ou son directoire ne nous a pas, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre, présenté le projet. Parce que je pense que le projet gagner la CAN est très précoce. On peut gagner la CAN. Moi, j'avais dit qu'on ne gagnerait pas le CHAN. Je l'ai dit sur votre plateau plusieurs fois. C'était quasiment évident. Cameroun ne gagnera pas la CAN. Mais on peut faire demi-finale ou finale. C'est mon avis personnel, ce n'est pas une donnée scientifique. Mais est-ce qu'il y a peut-être le projet mondial 2026 ? Je prends un exemple. Et là, si c'est le cas, on peut donc commencer à prendre des jeunes joueurs 18, 19, 20 ans, les intégrer dans la sélection, sachant que d'ici 5 ans, tous auront 24, 25 ans, auront une maturité intéressante pour participer à un mondial en espérant faire quart ou demi-finale. Mais si on a toujours des joueurs entre les plus ou les moins âgés, on se dit en période de transition, on prend tous les joueurs d'un certain âge, on se dit en période de renouvellement, on prend toujours des joueurs d'un certain niveau, donc on ne comprend pas très bien. Peut-être l'intégration des binationaux est intéressante, je ne vais pas me prononcer dessus, c'est toujours un épineux problème. Et là, peut-être, double nationalité sportive. On va pas. Alors, est-ce que les 36 pour vous, c'était trop quand même? Non, c'est pas trop pour le Cameroun, parce que c'est vrai que ça sera compliqué de tous leur donner la chance de se montrer. Peut-être en ce sens, c'est trop. Mais c'est pas trop dans le sens où il faudrait quand même qu'on ait le max de joueurs qu'on peut juger pour savoir qui est-ce qu'on va convoquer pour la CAN et éventuellement pour la CAN en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je pense que le Cameroun peut gagner la CAN en Côte d'Ivoire. Si on a eu je suis sûr qu'en demi-finale, si on y arrive, ce qui est très possible... On va quand même arriver en demi-finale, selon vous. C'est mon souhait, oui. C'est mon souhait. Je pense qu'on sera en demi-finale et qu'on finira troisième de la CAN. Et si on arrive en demi-finale, là, on prendra un miracle. Parce que forcément, on n'aura pas une équipe suffisamment dense, avec des joueurs suffisamment rassurés. Est-ce que vous n'êtes pas aussi trop dur avec les Lions? Peut-être, je reviens à vous on le tout dira, à l'heure. Mais moi, je donne mon point de vue. Votre point de vue, on le respecte. Yves Tchala, les 36 d'Antonio Conceição, vous connaissiez au moins la moitié, ou voire même tout le monde, pourquoi pas? Non, je connais quelques joueurs dedans. Il y a des joueurs aussi là que je ne connais pas, qui ont été forcément qui ont été appelés. Mais après, je pense que j'ai pas le plan du coach, mais j'imagine
qu'il essaye de ratisser large, de donner une chance un peu à tout le monde, de voir de nouveaux talents, ceux qui peuvent être là, qui adhèrent aussi. Parce que pour beaucoup, des fois, on court certains derrière eux et ils ne sont pas intéressés. Donc, de voir aussi ceux qui sont vraiment intéressés pour participer à ce projet, il est testé. Après, je me dis que plus on va aller vers la compétition et plus ça va se resserrer. On va commencer à avoir l'ossature. Mais je sais qu'à ce moment même, il a quelques certitudes déjà forcément. Il a quelques joueurs qui n'ont pas besoin de retester sur des matchs comme ça, dont il sait à peu près à quel niveau ils peuvent performer et qu'il essaye d'élargir vers d'autres pour ouvrir le champ des possibilités. Et puis ensuite, ça va se restreindre jusqu'à la Coupe d'Afrique et avec un groupe solide. Mais comme on a dit, on a vu qu'il y a un souci quand même sur un projet de jeu. On voit quand même qu'on essaye de jouer, de faire un certain nombre de choses. Et bon, on espère que ça va continuer comme ça en s'améliorant. Plus on va avancer vers cette compétition parce que l'organisation d'un événement comme la Coupe d'Afrique est toujours un peu compliquée parce qu'il y a ce double challenge. Il y a le challenge de l'organisation, mais il y a le challenge sportif aussi et qui sont souvent liés parce que plus on va loin au niveau sportif et plus la compétition est réussie. Et donc, il faut bien pouvoir suivre ces deux pans-là qui sont très importants. Alors, 36 joueurs qui devaient commencer leur stage et malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, avec la décision conjointe CAF-FIFA de repousser ou de décaler, on va dire, ces matchs de qualification. Est-ce qu'il faudrait encore regrouper ces garçons? Et pourquoi? Pour quel stage? Pour qu'ils fassent quoi? Oui, il faudrait les regrouper. Déjà, un accord CAF-FIFA que je ne vais pas qualifier en des termes que je pense, mais je vais qualifier diplomatiquement de surprenante. Un accord surprenant, une décision surprenante. Parce que comme je le disais, et c'est peut-être le malheur, je ne vais pas entrer dans la diplomatie, c'est vrai que je suis passé par lyrique, mais je ne vais pas entrer dans l'aspect diplomatique. On a quand même un peu de gêne, on est toujours un peu embêté, un peu dérangé, de toujours constater que la gestion de la pandémie est très, très... Et le carton brandi, hein? Oui, est très, très délicate. Oui. Je vais employer le terme délicate en Afrique. Parce que, comme je le dis, l'Afrique est affectée par la pandémie comme tout le monde entier, mais 3, 4, 5, 10, 15 fois moins que de nombreux pays. Alors donc l'Afrique peut encore capitaliser beaucoup de choses, notamment dans le sport, même en période de pandémie. Parce que déjà, si vous faites le ratio entre le nombre de morts ailleurs et ici, vous voyez que s'il faut voir le taux de mortalité de la pandémie au Cameroun, il est pratiquement nul. Nul, oui. On n'est même pas dans les 1,5%. Or, vous avez les pays dans lesquels, entre les cas contaminés et les personnes décédées, vous voyez qu'il y a quand même une marge assez intéressante. Donc, je ne comprends déjà pas pourquoi on joue sans public. Déjà, moi, quand on sait que dans les pays africains, la population est très jeune et que ne pas occuper de nombreux jeunes, c'est ouvrir la voie à beaucoup de dérives et que par le sport, on peut occuper. Et on a un pays où il y a un nombre de licenciés inférieur par rapport au taux de la jeunesse. Donc, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Donc, aujourd'hui, quand la CAF et la FIFA décident de reporter une telle compétition ou de qualification, alors qu'on pouvait très bien accueillir ces matchs, avec même dans les stades. On a eu un chêne à 25%. Mais pourquoi reporter ces matchs? Moi, je ne comprends pas. Au chêne, il n'y a pas que les Camerounais. Il y avait des gens qui sont venus, d'ailleurs, c'est vrai, on peut dire qu'il y a eu le scandale avec les tests truqués et tout ce qu'on veut. Il y a eu le problème gabonais également en compétition africaine. Ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on reporte ça. Vraiment, si on m'explique, moi je vais comprendre. Mais l'idée de la pandémie, pour moi, elle est complètement tirée par les cheveux. Ça c'est d'un de deux. Le fait que Coach Sessao convoque les joueurs, pour moi, c'est intéressant parce que c'est 2 matchs amicaux.
ça permet aux nouveaux arrivants dans la sélection de prendre leur marque. Est-ce qu'on aura donc le temps, du moins est-ce que Conceição aura le temps de gérer ou d'obtenir ces matchs amicaux? C'est pas lui techniquement qui les obtient, il y a une commission en charge de la négociation des rencontres amicales, mais je pense que comme nous sommes en Afrique, beaucoup de sélections étaient préparées pour ces matchs qualificatifs. Donc beaucoup d'équipes se sont rassemblées. Je pense donc qu'il n'est pas très complexe d'appeler une, deux fédérations pour leur dire bon, vous êtes regroupés, nous aussi, calons un match peut-être pour la période où on aurait dû jouer contre notre adversaire. Moi je pense que ça peut se faire, on peut toucher le Sénégal, l'Algérie, des nations très fortes sur le moment avec des auras intéressantes. Pour moi, je pense que ça peut clairement se faire. Ça ne demande pas une technique de la NASA. Donc, ça veut dire qu'on devrait... Oui, on devrait pour permettre aux jeunes arrivants en sélection de prendre leur marque, d'essayer de toucher du doigt la réalité de la sélection, pour qu'au prochain regroupement, ils ne soient pas dépaysés. Parce que venir repartir comme ça... Il faudrait au moins un premier contact. Oui, tu le verres aux jeunes, c'est quand même un peu décevant. Beaucoup. Alors, également pour que ces garçons se regroupent et qu'ils s'entraînent. Oui, parce que à défaut d'obtenir les matchs amicaux. Oui, parce qu'on n'a jamais assez de temps en équipe nationale. Hein, et coacher les équipes nationales, c'est pas comme les clubs. Les clubs, on a les joueurs en permanence tout le temps, sur toute la saison. Une équipe nationale, on a peu de temps pour bâtir un projet de jeu. Donc, toutes les occasions qui peuvent permettre qu'on ait un regroupement de joueurs. D'ailleurs, même pour le basket, c'est ce que nous on propose toujours. On dit à chaque moment qu'il y a une possibilité pour regrouper les joueurs, même sans match, pour que le coach explique sa philosophie, ses systèmes de jeu, etc., et que les joueurs puissent le voir, c'est une bonne chose. Pour faire un parallèle, 10 secondes avec FAP, par exemple, il y a eu un regroupement en décembre où ces renforts-là sont venus jusqu'ici. On travaillait en décembre avec l'équipe. Du coup, quand ils reviennent pour ce stage final, c'est pas nouveau. Parce que déjà, il y a une alchimie, il y a eu un travail préalable avec le coach sur la façon de jouer, les systèmes, tout ce qu'il faudra déployer. C'est important. C'est important et surtout qu'il faut des hommes précis par rapport à son projet de jeu et donc il doit déjà savoir à peu près qui peut faire partie de ce projet de jeu. Alors en général, les techniciens, ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup de temps pour savoir est-ce que ce joueur il peut adhérer ou pas. Donc même si c'est pas une phase de match clair de préparation, même sur des entraînements, sur des choses, il peut sentir effectivement que tel ou tel joueur peut obéir à tel profil et peut faire partie de l'effectif. Donc je crois que c'est important qu'il puisse... Clairement, donc on n'est pas sur ce plateau, on ne pense pas comme ceux peut-être d'ailleurs qui se disent que regroupement, pourquoi faire? Ça serait peut-être un argent perdu. Parce qu'il faut voir aussi... Toujours à compter l'argent, si on gagne la CAN après. Est-ce qu'on dira que c'est de l'argent perdu? Moi, je ne pense pas qu'il faudrait calculer comme ça. Moi, je crois que le sport doit être d'abord ramené à sa dimension originelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de sport business, on parle de l'économie du sport, ainsi de suite. Mais le regroupement, rien ne remplace le regroupement en sélection. Il faut bien que les joueurs apprennent à se connaître, apprennent à vivre ensemble, apprennent à se frotter au niveau des égos, au niveau des comportements, au niveau des attitudes sur le stade, des repères et tout. Ça compte. Comme le président tout à l'heure l'a dit, il n'y a jamais beaucoup de temps en sélection. On a peut-être 2, 3, 4, 5, 6 regroupements avant une compétition internationale. Alors qu'en club, on est préparé toute la semaine pour aller jouer les week-ends. Donc, quelque part, chaque regroupement en sélection est très très important, surtout pour des sélections qui ont un panel assez large de joueurs. Et il faut convoquer de nouveaux, faire partie des anciens, convoquer ceux qui épousent la philosophie de jeu de l'entraîneur ou pas. Bon, le sélectionneur Conceição, je pense que en prenant un ratissant large, comme le président l'a dit, a certainement une idée derrière la tête. Peut-être qu'il a déjà des joueurs qu'il a ciblés, qui l'intéressent. On espère qu'il en fera bon. On va essayer de le suivre, hein, l'entraîneur, sélectionneur national, Antonio Conceição. Merlin Kamla est allé à sa rencontre. Question de nous dire, de nous parler un peu de sa liste. Si le son est de retour, eh bien, écoutons Antonio Conceição. La liste a été lancée avec 36 noms d'une préliste, toujours dans les mêmes critères, c'est-à-dire la qualité,
ceux qui ont la plus de capacité à représenter la sélection au jour d'aujourd'hui. Pour la qualification de la CAN, on avait 2 objectifs très clairs. C'était le premier, finir premier du groupe, ce qui a été atteint. Et le deuxième, c'est de voir le maximum de joueurs potentiellement avec du potentiel pour venir représenter la sélection. Tous les joueurs sont importants. On parlait du cas de Onana, qui on a eu son problème pour son histoire de doping malheureusement. On a aussi l'absence de Ambroise Bitolo, qui est quelqu'un de très important aussi lui que André au sein du groupe, au sein du pays. On a un réel problème du côté gauche de la défense au jour d'aujourd'hui, je ne le cache pas. Et dans les buts, on a appelé d'autres gardiens, on continue à appeler Ondoa, qui est quand même champion d'Afrique. On a appelé Passy, tout simplement, c'est un binational, comme vous l'avez dit. Tout simplement, c'est des joueurs qui ramènent de la qualité et qui ramènent aussi de la compétitivité. Voilà, on a donc suivi Antonio Conceição et ça rejoint ce qu'on disait sur ce plateau. Bernard, il sait pourquoi il a appelé tel ou tel joueur. Oui, c'est pourquoi il a appelé. Il a appelé tel ou tel profil joueur. Différent, il sait ce qu'il recherche et on espère qu'il va trouver pour nous sortir une belle équipe de compétition. Parce que la CAN 2021, qui va se jouer en 2022, je pense qu'il y a beaucoup de sélections africaines qui ont rendez-vous avec le Cameroun. C'est-à-dire, on a entendu les Sénégalais dire qu'ils viennent gagner la CAN. D'accord. On a entendu Kelechi Nacho, le Nigérian, qui a disons de quoi gagner la CAN. Les Sénégalais disent ça chaque fois. Bon, c'est vrai que les Sénégalais, on est un peu habitués à leur discours. On a l'Algérie qui est actuellement très solide. Il y a le Maroc également qui est très solide. Donc, on aura une CAN d'un niveau très relevé. On aura aussi le temps d'en parler encore et encore, puisque nous sommes encore à 8 mois quand même. Entre-temps, on va souhaiter une très bonne ou belle compétition à FAP, qui est du côté de Kigali, au Rwanda, pour la balle. Absolument, et qui commencera donc très bientôt. Cette compétition très importante pour eux et pour nous. Alors, messieurs, merci d'être venus. Bernard Basson, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Quant à vous, Yves Tchala, ne nous manquez plus autant. Mais chaque fois qu'il y aura le basket, je serai là. D'accord. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi et restez sur CRTV News. CRTV News, ici, toute l'info.